Des livres partout. Naya, tu prends ma lumière. Choupette. Bébé. Oui, je sais. Il va falloir se baisser. Allez, couchez. Couchez. C'est bien. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Vous ne le voyez pas, à côté de moi, j'ai un gros paquet de livres. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est très très lourd. J'ai un sac comme ça de livres. J'ai mon chien qui est à 3 cm du micro. J'espère que vous ne l'entendez pas. Bon, sinon, voilà, c'est elle. Donc j'ai cet énorme sac de livres dont je devais enlever les étiquettes, tout ça, parce que la majorité, ce sont des livres d'occasion ou alors ce sont des livres que j'ai eu pour Noël. J'ai pas encore eu le temps de trier tout ça, j'avais envie de le faire et je me suis dit que pourquoi pas le filmer, parce que ça rentrait bien dans un vlog lecture. Voilà. Bref, commençons. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit de papier, mais voilà, on va faire comme on peut. Alors, tout d'abord, j'ai La Grâce des Rois de Ken Liu. C'est un auteur de science-fiction et de fantasy. Ça, c'est un ouvrage de fantasy, il me semble. Je n'ai toujours pas lu Ken Liu. C'est recommandé par absolument tout le monde. Je connais personne qui n'aime pas. J'espère vraiment être satisfaite. Je l'ai eu à Noël, en fait. Je l'avais mis dans une liste. Et comme je donne des listes différentes à des personnes différentes, j'ai également un second livre de lui. C'est La Ménagerie de papier. Alors celui-là, c'est un ouvrage de nouvelles, il me semble. Nouvelle SF. Et ça, c'est un tome 1 de fantasy. Le tome 2 n'est pas encore sorti. J'ai pas besoin de les trier, c'est bon. En fait, je pense que j'ai passé vite fait les livres de Noël. J'ai également eu Vita Nostra de Marina et Sergei Djatchenko. Je vous ai expliqué il y a quelques mois, il me semble, que je souhaitais lire cette saga. Honnêtement, j'attendais une sortie poche, mais bon, la Talente ne sortent pas forcément des poches. Et voilà, j'ai craqué, je l'ai demandé à Noël et je suis ravie de l'avoir. Je ne suis pas sûre de le lire tout de suite, honnêtement. Il me semble que c'est tout de même assez déprimant. Et je suis pas sûre que j'ai envie ou besoin de ça en ce moment. Alors pour celui-là, voici Les 9 Princes d'Ambre. C'est la première intégrale. Il y a 2 intégrales, chacune se concentrant sur un personnage. Ça, c'est l'intégrale qui se concentre sur Corvin, il me semble qu'il s'appelle. C'est un classique de la fantasy. J'ai expliqué dans ma vidéo sur mes résolutions, mes intentions de l'année, que je souhaitais en lire plus. Et je me suis trouvé cette intégrale à 5 €, je crois. Donc je l'ai prise. Seul souci, c'est qu'on est d'accord que la couverture est horrible. Ça n'a rien à voir avec l'illustrateur, hein. Je pense qu'on lui a de toute manière donné un petit peu des instructions, mais quel dommage. Et en dernier livre, d'ailleurs c'est même pas un livre de Noël, je me suis acheté ça simplement avec de l'argent de Noël. Je me suis acheté l'intégrale de Terre-Mère d'Ursula Le Guin, dont je vous ai déjà parlé, que je compte lire cette année. Ça a l'air merveilleux et j'adorerais qu'il fasse une intégrale sur tous ces ouvrages de science-fiction également, parce que cela m'intéresse également beaucoup. Presque plus même que sa fantaisie. Alors, j'ai Fiction de Jorge Luis Borges, dont j'ai déjà parlé, que j'ai un petit peu commencé. C'est un auteur argentin classique que j'ai l'intention de lire cette année. Il me semble qu'il propose des nouvelles un petit peu oniriques, un petit peu fantastiques, et ça a l'air très très intéressant. Ensuite, alors là, j'ai un classique de la science-fiction de Clifford D. Simak, qui s'appelle Demain les chiens. Donc déjà, un ouvrage de science-fiction qui met chien dans son titre, ça ne peut que me plaire. Ça avait l'air extrêmement intéressant. Je l'ai vu dans un ouvrage, dans un article, il me semble, de... Je sais plus si c'est du Nouvel Obs ou quelque chose comme ça. Il parlait de science-fiction et ça m'a donné très envie. Et à nouveau, il était à 1 €, donc voilà, je ne me suis pas privée du tout. Je pense que c'est un ouvrage dont on ne parle pas beaucoup, et pourtant c'est un classique. C'est assez intéressant à voir. Alors lui, vous l'avez déjà vu, c'est Intérieure Nuit de Marisha Russell que je compte lire cette année. C'est un thriller littéraire un petit peu, on va dire. Mais quand je dis littéraire, ça ne veut pas dire que ça porte sur les livres, c'est simplement que voilà, c'est publié par Gallimard et ils aiment bien se donner un genre en plus. Alors, un gros livre cette fois-ci. Alors j'ai le tome 3. En vérité, c'est le tome 1 du tome 2 de La Voix des Rois, tout ça. Donc là, c'est le livre des radieux, les archives de Rochard. Donc j'ai 3 livres de cette saga actuellement que je n'ai pas commencé, de Brandon Sanderson. Et ça a intérêt de me plaire. Bon, après, là, je l'ai vu, je crois, à 5 €, sachant qu'il coûte 22 €. Voilà, je me suis dit, allez, je le prends. Au pire, ouais, je peux le revendre. Mais je pense que c'est le dernier de cette saga que j'achète avant de les commencer. Parce que si vraiment ça me plaît pas, ça serait dommage. Alors ensuite, la de Bernard McCaffrey, c'est de la fantasy. Je suis pas toute seule là, donc j'essaye de faire un petit peu plus quiet. Paul l'apprenti, vous savez, je vous avais expliqué que j'avais voulu trouver le premier tome des Coniques de Condor
de, comment il s'appelle, Raymond et Fist, c'est ça. Je m'étais trompée et le voici, je l'ai retrouvé à nouveau à 1 euro, donc parfait. J'enlève l'étiquette. Le Royaume de Tobin, tome 4 de Lou Rowling, à nouveau de la fantasy. Je crois que j'ai acheté 4 tomes. Vous risquez de les retrouver un petit peu dans ce sac-là. Oh, tiens, il y a un marque-page. La Nuit des Lévisel, je crois que c'est mon 3e exemplaire. À chaque fois, je le rachète, je crois, et j'oublie que je l'ai. C'est n'importe quoi. Alors, j'ai plusieurs tomes des Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, parce que je ne possède pas cette saga. Je l'ai lu en bibliothèque et je me suis dit que j'allais l'acheter. Bon, c'est pas la plus jolie, ça c'est clair, mais les livres sont pas chers, donc voilà, j'en ai profité. Les tomes 3 et 5. Kate Morton, l'enfant du lac. Je n'ai jamais lu de Kate Morton, mais tout le monde en parle, donc je me suis dit autant tenter l'expérience. À voir. Ça, vous l'avez déjà vu, Necropolis de Herbert Lieberman. Donc il faut que j'enlève tout ça. C'est un classique de la littérature policière américaine. J'ai très hâte de le lire. Autre classique de la littérature policière, Les chaussures italiennes d'Henning Mankell. Le Royaume de Tobin, tome 1 de Lynn Flewelling. Lui, vous l'avez déjà vu, il me semble. Hygiène de l'assassin de Amélie Nothomb. Si vous devez lire un livre d'Amélie Nothomb, lisez celui-ci. Kazuo Ishiguro, celui-là vous l'avez pas vu. J'aime beaucoup Kazuo Ishiguro, comme vous le savez. Lumière pâle sur les collines. Voilà, je suis tombée dessus et comment résister. Lui, je l'ai pris à Book Off, à Paris. Un petit Terry Pratchett en passant. Je sais que je devrais prendre des belles éditions. C'est nul de prendre des petites éditions comme ça, mais bon, c'était tentant. Voici le 8e sortilège. Alors lui, je l'ai déjà montré. Encore du Lynn Flewelling. Là, c'est le tome 3. Logique. 22,63 de Stephen King. Une super copine m'a dit qu'elle avait aimé, donc je l'ai acheté, tout simplement. Pareil, je crois que c'était sur Agibert qu'on l'a trouvé. Donc, Gibert. Je crois toujours pas qu'ils vont fermer celui de Saint-Michel. Enfin, quelle honte. Quelle honte. Ça a l'air d'être un des meilleurs Stephen King. Je suis pas une énorme fan de Stephen King. Je trouve qu'il y a plein de choses problématiques chez lui, dans son écriture. Mais celui-ci me tentait particulièrement. Peut-être parce qu'on sort dans ce que j'ai l'habitude de lire de lui. Blonde de Joyce Carol Oates. Je vous en ai parlé sur un voyage littéraire où je parle de la littérature américaine. C'est un de mes livres préférés de littérature américaine. Mais je ne possédais pas d'exemplaire, il me semble. J'avais dû l'emprunter. Donc voilà, celui-là, je l'ai trouvé... Voilà, très très peu cher également, donc ravi. Notre-Dame de Paris d'Hugo, je possède déjà l'immense majorité de tout Victor Hugo dans des jolies collections, mais là j'avais envie d'une version pliable à 1 euro, comme ça que je puisse emporter facilement. J'avais envie de relire Notre-Dame de Paris, ça fait un certain temps que je ne l'ai pas lu, et je me souviens que c'était très beau, très triste. Je trouvais ça assez pratique d'avoir une version un peu étudiante, quoi, parce qu'il me semble qu'il y a des dossiers, voilà, des notes et autres, donc... toujours intéressant. Comment voyager avec un saumon d'Umberto Eco. Voilà, c'est un petit essai en fait sur un petit peu tout. Il me semble qu'il parle un peu de n'importe quoi. Comment présenter un catalogue d'art, comment visiter les marigots de demain, comment ne pas utiliser le fax. C'est un petit peu daté, mais c'est toujours très bien écrit. Ça me donnait très envie et je suis contente de le retrouver. Un autre Robin Hobb, Les Aventuriers de la Mer. Ça c'est juste, ça c'est juste. Oh non, j'ai oublié un autre sac. Vous le verrez un autre moment. Je suis pas sûre que vous ayez vu celui-là, c'est le Tigre Blanc d'Avavin Adiga. Il en a été tiré un film, si ça vous intéresse, ça se passe en Inde, et je me demande si ça n'a pas eu le Pulitzer ou un Man Booker Prize. Ouais, c'est ça, Man Booker Prize. Aventurier de la mer, Automne d'Alice Smith, vous l'aviez déjà vu. J'ai toujours pas enlevé les étiquettes. Middlesex de Jeffrey Eugenides, un classique de l'auteur. Il n'en écrit pas beaucoup, c'est l'auteur de Virgin Suicide, qui est un livre qui a été adapté en film par Sofia Coppola. Très très intéressant. Et il me reste Spin de Robert Charles Wilson. Pour une prochaine lecture, ça sera du policier thriller féminin, donc soit La deuxième femme de Louise May, soit Canicule de Jane Harper. Celui-ci se passe en France, je crois, et celui-ci se passe en Australie. Donc vraiment rien à voir. Ça, c'est un thriller psychologique et là, on est plus dans, je pense, la recherche d'un tueur. Donc à voir. Vas-y, mon bébé. Oui. On range les livres. Tu fais ta malheureuse. Non, mais j'y crois pas. Non, mais regardez-moi ce gros bébé. Ah, mon bébé.
Alors donc c'est une bande dessinée de Chabouté, Nicolas il me semble qu'il s'appelle, intitulée Un peu de bois et d'acier. Donc comme l'essentiel de l'œuvre de Chabouté, tout est en noir et blanc. C'est une histoire qui se concentre sur un banc, comme vous le voyez. On suit la vie de ce banc, les vies qu'il croise, les destins, les couples. Ça c'est voilà, donc un policier qui cherche tout le temps qu'un sans-abri ne dorme pas. C'est l'homme avec ses fleurs, qui a tout le temps un rendez-vous. C'est l'employé qui nettoie, qui fait attention au banc. Ça, c'est les copines qui discutent. À noter que c'est une édition dédicacée. C'est un livre qui est magnifique, qui est très très émouvant. Oh, j'ai pleuré, je crois, mais bien 5-10 minutes en le finissant. Parce que c'était intense, parce que c'était beaucoup de petits riens et en même temps c'était tout ce qui comptait. Et en ce moment, ça m'a fait du bien ce silence sur les pages. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous sommes en confinement assez souvent. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a du bruit tout le temps, tout le temps, tout le temps autour de moi. Et ce silence m'a fait du bien. Et c'est vraiment un livre que je recommande. Franchement, je pense que c'est son meilleur. Il y a un côté espoir que je ne pensais pas du tout trouver chez cet auteur, qui généralement est un peu plus sombre. Et c'est vraiment une très belle découverte. J'ai eu envie de me balader aujourd'hui parce qu'il fait beau, parce que j'ai ressenti le très fort besoin de sortir. Je me suis posée sur un banc et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a des travaux pas très loin. Et avant toute chose, non, je n'ai pas perdu un pari. Je porte vraiment ce chapeau au quotidien. Je sais, les goûts et les couleurs, que voulez-vous? Ça fait quelques temps que je n'ai pas parlé. C'est vrai que la vie a un petit peu piqué ces derniers mois. J'en ai parlé sur Instagram. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai perdu 2 proches là en 2-3 mois, coup sur coup, de manière relativement inattendue, due au Covid d'ailleurs. Donc ce n'est pas simple, ce n'est jamais simple de toute façon, mais en cette période c'est encore moins simple parce qu'il y a plein de points techniques, administratifs, même d'organisation. Voilà, pas trop rentrer dans les détails. Vous avez des règles à suivre et c'est assez choquant. Je me suis retrouvée à être vraiment assez perturbée par ça. Je pense que de toute manière, de base, ce sont des sujets qui sont assez perturbants. La mort, en tout cas, l'est pour moi. En ce moment, c'est encore plus compliqué. Mais bon, voilà, on va laisser le temps faire les choses. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je viens d'acheter un livre, je suis ravie. D'ailleurs, je vous le montre tout de suite. J'ai enfin Le génie lesbien d'Alice Coffin. Je compte le commencer très rapidement, peut-être d'ailleurs ici, en fait, une fois que j'aurai fini de vous parler un petit peu. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est un livre qui parle, il me semble, de l'expérience d'Alice Coffin en tant que journaliste média. Elle parle aussi un peu de sa vie, mais à mon avis, ce sont des clés d'entrée, des points d'entrée pour aborder des sujets plus généraux sur les femmes, sur les lesbiennes, sur le féminisme. Donc j'ai très hâte, j'en attends beaucoup. J'ai vu Ajar en parler avec beaucoup d'enthousiasme. Donc je suis vraiment ravie de le découvrir à mon tour. Sinon, niveau lecture, alors en ce moment j'ai une pile de 15 livres de bibliothèque à terminer, donc oui bien sûr, et donc j'achète un autre livre. Je sais, ce n'est pas très intelligent, mais que voulez-vous, j'ai craqué. Voilà, donc j'ai 15 livres de bibliothèque à lire. En ce moment je lis, alors comment ça s'appelle? Canicule de... c'est Kate Harper je crois, ou Jane Harper. C'est un thriller australien. Je ne sais pas vraiment pourquoi je l'avais pris. Je crois que voilà, le fait que je veuille découvrir plus d'auteurs et d'autrices d'autres pays voilà, m'a motivée. J'ai regardé ce qui était disponible à ma bibliothèque en australien et ça l'était. Et je l'avais déjà noté dans un coin de ma tête parce que c'est un thriller qui est quand même assez populaire. Ça parle d'un flic qui se trouve aux funérailles d'un de ses anciens amis d'enfance parce que celui-ci s'est tué après avoir tué sa famille.
sauf la petite dernière. Oh, le petit chien, qu'est-ce qu'il est beau. Il va se retrouver dans une affaire où on va commencer à douter de la véracité du coupable en fait désigné pour ces meurtres. Et voilà, j'en suis là où notre héros commence à chercher. Il y a des indices qui ne concordent pas, ça paraît un peu étrange et en même temps il y a des secrets cachés. Une autre fille est décédée 20 ans plus tôt, donc c'est assez classique. Mais j'en ai entendu beaucoup de choses positives, donc j'espère ne pas être déçue. On verra bien. La fille dans l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby. C'est un ouvrage canadien, je crois, ou franco-canadien, je ne suis pas sûre, qui parle de la rencontre en fait entre deux femmes. L'une est en couple avec un homme et l'autre est célibataire. L'une habite au Canada et l'autre habite en France. Et elles vont se rencontrer par internet parce que l'une va tomber sur les photos de l'autre et va souhaiter travailler, proposer un projet à ce sujet en se fondant sur ces photos-là. Va se nouer donc une amitié, une relation fusionnelle, puis amoureuse. Donc c'est ce qu'on verra au fur et à mesure des pages. Donc c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, qui est émouvant, qui est sain, qui fait du bien et qui parle de chez soi. Le fait de rentrer chez soi, de trouver qui l'on est, d'être à sa place. C'était vraiment intéressant. Vous voyez, il y a tout un mélange de non-couleur, couleur selon qui on suit. Il y a peu de représentations lesbiennes dans la bande dessinée. Je la recommande chaudement, je vous remonte le titre. Par contre, ce n'est pas du On Voices, il me semble. Pour aujourd'hui, je me suis posée très rapidement, j'ai mis un micro-cravate parce que c'était plus facile que de sortir mon micro habituel. Désolée si le son est un petit peu différent. Je suis passée à la bibliothèque et j'ai eu envie de vous montrer les quelques emprunts que j'ai effectués. Je n'ai rien classé, j'ai mélangé tous les styles, donc on va voir. Tout d'abord, un ouvrage de fantaisie, il s'agit du Chant des Cavalières de Jeanne-Marie Corrèze. Je ne connais rien dessus, j'ai vu un livre ouvert en parler. Il me semble qu'elle avait moyennement aimé, mais j'ai eu tout de même envie de découvrir un petit peu ce dont il était question. C'est francophone, je lis assez peu de fantaisie féminine francophone et ça parle de dragons. Pourquoi se priver? Un ouvrage classique de science-fiction avec L'autre moitié de l'homme de Joanna Huss, qui est une autrice de science-fiction féminine et féministe. Celui-ci est un des ouvrages fondateurs de la science-fiction féministe. Et c'est l'un des ouvrages fondateurs qui me manquait à ma collection. Donc allons-y. En vérité, je l'ai déjà commencé il y a quelques années, mais je ne l'ai jamais fini. Là, je l'ai vu sur l'étagère et je me suis dit que c'était vraiment le moment. Ça part du principe que les hommes n'existent plus. Voilà, que va-t-il advenir de l'humanité? Un essai que vous connaissez sûrement, il s'agit de Beauté fatale de Mona Chollet. J'ai déjà cet ouvrage, il me semble, en e-book, mais il était en papier. En général, les essais, j'aime bien les lire en papier. Sauf que là, en le prenant, je découvre qu'il est tout de même écrit assez petit, ce qui est un petit peu embêtant, mais bon. Je vous ai déjà parlé du fait que cette année, je souhaitais lire un essai par mois.
Pour le moment, je m'y tiens. Je pense que celui-ci, ça sera pour le mois d'avril. Un policier cette fois-ci, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. C'est une sorte de Cluedo mélangé à du Agatha Christie, où on doit trouver le meurtrier, j'imagine, d'Evelyn Hardcastle, sachant que notre protagoniste principal, on ne sait pas qui c'est, mais se réveille dans un corps différent, un corps, pas un cadavre, hein, dans le corps des différents protagonistes qui pourraient être ou non le coupable a priori. Il me semble que je l'ai aussi en e-book celui-ci. Le problème c'est que, comme vous pouvez voir, il y a une carte. Et je déteste lire les cartes sur tablette, donc j'ai préféré l'emprunter. Je l'ai offert il y a 2 ans, je crois, à ma meilleure amie, elle avait beaucoup aimé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Un autre ouvrage de science-fiction féminine avec Catherine Dufour, Le goût de l'immortalité. C'est un de ses romans les plus connus. Il me semble que son dernier est également très populaire. Il n'était pas disponible, donc j'ai pris celui-ci, qui me tentait aussi de toute manière. Je l'avais trouvé sur un fil Twitter, il me semble, de gens qui expliquaient quelles étaient leurs plus grosses surprises littéraires, et celui-ci en faisait partie. Ça parle de pandémie en Chine, c'est très à propos. Pourtant, ça date de 2005-2006, je crois, donc on va voir ce qui va se passer. Une grosse biographie, il s'agit de Klaus Mann avec Le Tournant. D'ailleurs, biographie, c'est une autobiographie, pardon. Il s'agit du fils de Thomas Mann, il me semble, et il parle de toute sa vie. Il s'est suicidé 1 mois après avoir achevé cette autobiographie. Je suis très intéressée de lire tout ce qu'il a pu connaître, notamment parce qu'il était homosexuel. Il en parle, et de toute évidence, être en Europe voilà, avant les années 40, même pendant les années 40, en tant qu'homosexuel, même quand on est le fils de Thomas Mann, ça doit être quelque chose. Il parle aussi du milieu littéraire allemand et européen de manière plus générale. Donc voilà. J'espère vraiment me plaire dans cette lecture, mais va falloir donner. Hein. Et finalement, 2 gros ouvrages graphiques. Fromel d'Alan Moore. J'ai envie de lire le livre qui s'appelle The Five, où elle parle des principales victimes d'Hannibal Lecter, vraiment en se concentrant sur les victimes, et notamment en parlant du fait que quasiment aucune d'entre elles n'était prostituée, alors que c'est généralement ce qu'on dit le plus sur ces victimes. Je connais le film qui a été tiré de cet ouvrage, mais je n'ai jamais lu entièrement dans son intégralité cette bande dessinée, donc j'ai eu envie de découvrir ce qu'il en était, sachant qu'Alan Moore il est tout de même très intéressant, notamment sur le plan politique, même si j'ai peur d'être un petit peu déçue sur la manière de traiter les victimes d'Hannibal. J'ai dit Hannibal Lecter depuis le début, ou je dis Jack l'Éventreur? J'ai un doute. Bref, je pense que sur le plan politique, ça peut être intéressant, peut-être même, certainement même plus intéressant que le film. Ça se voit que j'ai chaud, il fait super chaud aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais en pull? Finalement, dernière bande dessinée, La bombe de Alcante Bollé Hérodier. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un immense ouvrage qui raconte, à mon avis, l'histoire de la bombe atomique d'Hiroshima. Je suis allée une fois à Hiroshima, il y a plusieurs années. C'était une expérience extrêmement émouvante, extrêmement forte. Ça m'a beaucoup marqué. Je suis aussi allée à Nagasaki. Et voilà, c'était vraiment la même chose. Je suis très intéressée par cette histoire. De toute évidence, il y a un énorme travail qui a été mis dans la concrétisation de ce projet, et j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Dernier clip pour ce vlog lecture où je vous parle donc de mes 5 dernières lectures, celles que je suis en train de lire et celles que je viens de terminer. Tout d'abord, j'ai fini le tome 1 de Quartier lointain de Jiro Taniguchi. C'est un petit peu difficile d'en parler sans avoir lu le tome 2 puisqu'il s'agit d'une duologie. C'est l'histoire d'un homme de 48 ans qui prend le train, il me semble, d'Osaka pour aller à Tokyo. Il rentre chez lui puisqu'il habite Tokyo. Mais on ne sait trop comment, il se retrouve finalement dans un train en direction de sa ville d'enfance, sa ville de naissance, le jour même d'ailleurs où sa mère est décédée 20 ans plus tôt. Quitte à être là, autant en profiter, il se rend au cimetière où se trouve sa mère, et par l'effet voilà, du hasard ou autre, on ne sait pas encore, cet homme de 48 ans va se retrouver dans son corps d'adolescent de 14 ans. C'est une trame assez classique qui permet de revenir sur les thèmes du passé, de la famille,
du souvenir, du deuil, de l'avenir aussi bien entendu. Je n'ai pas lu le tome 2 comme je l'ai dit, donc c'est un petit peu compliqué de savoir comment se conclut cette saga, mais il y a toute une réflexion sur bien entendu le voyage dans le temps, même si ce n'est pas exactement ce dont il est question, sur le fait de revivre sa vie, mais finalement, est-ce que quand on revit sa vie, on ne vit pas en fait tout simplement la première vie et qu'il était déjà inclus en fait dans son temps de revenir dans le passé ou autre. C'est un manga qui se lit très vite, que j'ai beaucoup aimé, qui a des moments d'émotion et qui à mon avis promet encore plus de moments dans le tome 2, j'ai vraiment hâte de le lire. En bande dessinée, je lis également le premier tome de l'intégrale de Calvin et Hobbes de Bill Watterson. Il s'agit des tomes en français, il me semble 8 et 10, mais qui sont les tomes 1 et 2 dans la version originale. Donc on se retrouve avec les tomes dans le bon ordre cette fois-ci. C'est un classique du comic strip américain que je ne lisais pas lorsque j'étais enfant. Je lisais beaucoup plus de bandes dessinées franco-belges, Lucky Luke, Astérix, Gaston bien entendu, Poulet Bill, tout ça. J'ai vu Cassandra en parler sur sa chaîne, c'est Croque les mots il me semble, et elle m'a donné très envie de me replonger dans Calvin et Hobbes, parce que je connaissais tout de même un peu. C'est l'histoire de Calvin, un petit garçon, et de Hobbes, son tigre en peluche, qui est en peluche uniquement pour les autres parce que lui le voit comme un vrai tigre. Nous suivons donc ce petit garçon à travers sa vie, ses aventures, ses réflexions aussi. C'est un garçon qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions sur le monde qui l'entoure, sur les humains, sur les animaux, sur l'environnement. C'est une bande dessinée classique qui dénonce la société américaine, la société plus généralement de consommation. C'est très intéressant. De toute manière, une bande dessinée qui s'appelle Calvin et Hobbes, Calvin faisant référence à Calvin, donc de la réforme protestante, et Hobbes, le philosophe britannique, ne peut que promettre de bonnes choses. C'est drôle, c'est doux, c'est dénonciateur, c'est inclusif sur plein de points, c'est vraiment à conseiller, c'est à faire lire aux enfants, à faire lire également aux adultes, parce que bien entendu ça se lit à plusieurs niveaux. En ce qui concerne les essais, je lis actuellement 2 essais féministes en parallèle. Tout d'abord Présente de Lorraine Bastide, qui est un essai qui parle de la présence des femmes et de leur invisibilisation dans l'espace public de manière générale, que ce soit les villes, les médias, la politique, politique pas au sens forcément personnalité politique, mais vraiment au sens question politique. C'est d'ailleurs à ce chapitre-ci que je suis. C'est un livre bâti en 3 chapitres. C'est très intéressant. C'est parfait pour introduire les grands questionnements féministes actuels. Ça réunit énormément de questions dont on parle actuellement, dont tout le monde n'est pas forcément au courant. Ça parle de racisme, de validisme, de lesbophobie, de toutes ces questions qui sont liées bien entendu à la notion de féminisme. On va de plus en plus de toute manière dans une version intersectionnelle en fait du féminisme. Ce sont des questions et des thèmes qui sont tous liés, et il ne peut pas y avoir de féminisme sans par exemple de lutte contre le validisme et autres. Elle parle de ça, elle rappelle ces questions, et c'est très abordable, c'est très accessible. Je lis en parallèle un livre d'Angela Davis dont je vous parle juste après, qui est tout de même un petit peu pointu. Là on sent que c'est plus accessible, un petit peu plus à la portée de tout le monde, ça se lit très vite, je crois qu'il y a 250 pages. Clairement je pense que voilà, je peux le finir ce soir sans souci. J'essaye de prendre mon temps, en général j'essaye de faire une partie par jour. Quand je dis partie, il y a 3 gros chapitres, et chaque chapitre a 2 ou 3 parties, donc généralement voilà, j'essaye de faire une partie par jour, ça me permet de prendre mon temps, d'assimiler un petit peu les choses. C'est un ouvrage dont je suis très contente, vraiment. J'avais un petit peu peur, parce que bon, Lorraine Bastide est quelqu'un de très intéressante et autres, mais c'est vrai que en dehors du fait que ce soit une femme, elle est tout de même très privilégiée, et donc j'avais un petit peu peur voilà, que ça ressorte dans son écriture, mais non, elle a conscience de ses privilèges, et elle parle d'eux, et elle parle de ce que subissent les gens qui n'ont pas ces privilèges, que ce soit pour l'origine, que ce soit pour la couleur, que ce soit pour l'orientation sexuelle, la manière dont ces personnes ressemblent, sont perçues par la société et les conséquences que ça a. Elle part ici du principe qu'il faut compter, tout bêtement, combien y a-t-il de femmes dans tel espace, toc toc, et c'est simple comme bonjour, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace pour montrer quelque chose. C'est rageant, c'est triste, et malheureusement ce n'est pas étonnant. Un chapitre qui m'a beaucoup intéressée est celui de l'espace urbain, la manière dont sont construites les villes par rapport aux femmes. C'est vraiment quelque chose dont je n'avais pas conscience. Par exemple, la taille des trottoirs qui étaient beaucoup plus petits et qui donc n'étaient pas faits pour les femmes, qui souvent ont beaucoup de courses, ont les enfants, ont les poussettes, tout ça. La manière aussi dont, bien entendu, on s'attend à ce que les femmes se décalent toujours lorsqu'elles croisent quelqu'un d'autre.
Ça c'est quelque chose dont j'avais conscience, mais vraiment la taille et toute l'architecture urbaine, notamment que l'on essaye de remettre à jour, je n'avais vraiment pas conscience que ça pouvait être une question féministe et je suis vraiment stupéfaite et je me sens un petit peu bête en fait de ne pas l'avoir vue avant. Et c'est très intéressant, il y a beaucoup comme ça d'anecdotes à mon avis que vous pouvez prendre, beaucoup d'exemples, beaucoup de références aussi. Elle parle de militantes, journalistes, réalisatrices qu'elle a pu rencontrer. Elle les cite et elle donne très envie de les découvrir à leur tour. L'autre essai en cours est Femmes, race et classe d'Angela Davis, qui est un classique de la littérature féministe, afroféministe d'ailleurs, puisqu'elle aborde les situations des femmes noires aux États-Unis au XIXe siècle et au début du XXe, donc vraiment la question des esclaves noires féminines. C'est extrêmement intéressant. Comme je l'ai dit, je trouve ça un peu plus pointu que le Lorraine Bastide parce que je le trouve plus académique. Il y a beaucoup de références que je ne connaissais pas particulièrement et que j'ai pris vraiment le soin de noter. Je prends mon temps pour lire cet ouvrage, je lis un chapitre tous les 2-3 jours à peu près. Ça me permet vraiment de l'assimiler, de me poser avec, d'y réfléchir, parce que les notions abordées sont des notions que je connais, sont des notions sur lesquelles j'aime m'éduquer, mais les lier toutes peut se révéler un petit peu complexe. Je m'explique. On aborde ici de toute évidence les notions de féminisme, de racisme et d'oppression sociale, de lutte contre le capitalisme. Donc il y a cette idée que ces trois notions sont liées, qu'il faut d'ailleurs qu'elles soient liées pour pouvoir s'en sortir, mais dans les faits ce n'est pas si simple et elles sont plutôt à géométrie variable dans leur lien. Par exemple, certaines femmes blanches ont eu un rôle à jouer dans la question de l'abolition de l'esclavage, mais elles se sont par exemple rebutées au fait d'accorder le droit de vote aux hommes noirs. Parce qu'en tant que femmes, elles-mêmes n'ayant pas le droit de vote, elles se sont dit non, on va pas lutter pour ça. Un autre exemple, les femmes noires n'ont pas forcément soutenu la lutte favorisant la possibilité d'avorter parce qu'elles ont été oppressées sur des questions de maternité, par exemple dans les années 30 avec toutes les procédures de stérilisation forcée et autres, et donc elles n'ont pas forcément soutenu les femmes blanches sur ce point. Pareil, il n'y a pas forcément eu de soutien de la part des bourgeoises pour les questions anticapitalistes, alors que bien entendu, c'est lié. On voit très bien que, et d'ailleurs c'est l'un des grands points d'Angela Davis ici, et de manière générale, le capitalisme est source d'oppression. Il y a vraiment quelque chose qui les relie ici. Elle en parle avec grande intelligence, beaucoup plus que moi qui essaye de vous expliquer ça. Je l'avais déjà lu en anglais, et ça fait du bien, honnêtement, de le relire en français, parce qu'il y a des thèmes et des termes que je ne connaissais pas quand je l'ai lu il y a des années, que j'avais beaucoup moins bien assimilé. Maintenant je le lis avec beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de compréhension. C'est absolument fascinant, j'ai hâte de découvrir tout ce qu'Angela Davis écrit d'autre. Et finalement, en roman, je commence tout juste Le problème à trois corps de Liu Cixin. C'est un ouvrage de science-fiction dont on parle beaucoup en ce moment. Je n'avais pas envie de l'acheter, je dois l'avouer, parce que c'est un auteur qui est problématique. Quant aux Ouïghours, il a tenu des propos assez perturbants à ce sujet, donc voilà, j'avais pas envie de payer pour son livre. J'ai préféré l'emprunter. Même si les emprunts donnent de l'argent aux auteurs, c'est tout de même moindre. De façon que ça parle de la rencontre entre une scientifique, une chercheuse et des extraterrestres. Il me semble qu'elle envoie un message à des extraterrestres qui, plusieurs siècles après, le reçoivent et répondent à ce message, mais le tout sur fond de révolution culturelle. Donc voilà, ça peut être très intéressant, je sais qu'énormément de personnes l'ont aimé et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, ce vlog s'arrête ici, je l'ai tenu sur plusieurs semaines, voire mois. Il y a des moments où j'ai pas pu trop parler, trop filmer, notamment parce que pendant quelques temps je me suis retrouvée avec un cocard à l'œil et autres, donc bon, c'était particulier comme événement, et tout va bien, ne vous en faites pas. J'espère que ça vous aura plu, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.